Coup de chaud en Europe. Près de 44 degrés en Espagne, 42 en Allemagne et jusqu'au nordique Danemark qui flirte avec les 38 degrés. Des records qui donnent des sueurs froides. À la maison, en ce moment, quoi que l'on fasse, la chaleur est insupportable. On n'arrive même pas à dormir. Quand le soleil tape, tu chauffes, tu cuis littéralement. C'est l'Afrique. On n'est pas en Europe. Je crois que non, il y a eu un problème là. La Terre a tourné de l'autre côté. Donc là, vraiment, on est en Afrique, là. Des températures à faire tourner la tête des scientifiques, surtout. Ils sont formels, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Plus 0,56 degrés par décennie contre 0,27 pour le reste de la planète selon un rapport émanant d'une agence de l'ONU. En cause notamment la fonte des glaciers du Nord qui jusqu'ici permettait de réfléchir les rayonnements du Soleil. Un réchauffement dû aussi à un autre facteur plus inattendu, la baisse des aérosols. Alors les aérosols, c'est ces petites particules qui sont émises par la combustion comme des poussières et qui vont rester dans l'atmosphère et qui servent d'écran ou de masque au soleil. Et donc pendant très longtemps, ils ont protégé l'Europe d'une partie des rayons du soleil. C'est une bonne nouvelle puisqu'il y a moins d'aérosols, donc moins de pollution atmosphérique. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a plus de soleil et donc un réchauffement qui s'accélère. C'est tout le paradoxe. L'Europe, continent qui a le plus réduit ses émissions de gaz à effet de serre, se réchauffe bien plus vite que le reste de la planète. Face à cette situation, le débat sur la climatisation revient sur le devant de la scène. De quoi excéder la ministre française de la transition écologique. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. Alors, faut-il s'habituer à avoir en Europe des températures dignes du Caire ou de Dubaï? Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle aussi vite? Était-ce prévisible et comment s'adapter? Le vieux continent peut-il encore éviter sa poussée de fièvre? Nos 3 invités, Françoise Vimeux, bonsoir, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Selon vous, les impacts du changement climatique n'épargnent plus aucune zone d'Europe. La climatisation n'est qu'une solution parmi d'autres et doit être impérativement accompagnée, selon vous, d'une isolation thermique des bâtiments, entre autres. À côté de vous, Dominique Bourg, bonsoir, philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous êtes spécialiste des questions environnementales. Votre dernier essai, Leçon des limites planétaires, est paru chez Actes Sud. Selon vous, l'Union européenne n'a pas été en mesure de s'adapter au réchauffement climatique. C'est limité au minimum syndical, en quelque sorte, en termes de réduction des émissions. Planter des arbres, c'est bien, mais insuffisant. Il faut un changement civilisationnel. Et à côté de vous, Marine Braud, bonsoir, experte des enjeux environnementaux. Dernier essai, qui aurait pu prédire leçon de 10 ans de politique écologique depuis l'accord de Paris, aux éditions Les Petits Matins. Selon vous, l'Union européenne fait partie des meilleurs élèves dans une classe de cancre, mais c'est la Chine qui a le plus de probabilité d'atteindre la neutralité carbone en premier, car elle a réorienté toute son industrie dans la direction d'un avenir vert et a priori électrique. Et on démarre, Benjamin, avec le mot du jour, c'est l'effet albédo. Oui, l'effet albédo, oui, qu'on est beaucoup à avoir découvert en préparant cette émission. C'est la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire. Plus une surface est claire, plus elle renvoie la lumière et moins elle chauffe. Plus cette surface est foncée, au contraire, plus elle absorbe la lumière et plus elle chauffe. Et donc la fonte des neiges et des glaciers réduit l'albédo de la Terre, ce qui entraîne un réchauffement supplémentaire, un véritable cercle vicieux. Françoise Vimeux, c'est l'une des raisons principales du réchauffement, cet albédo? Oui, c'est une des raisons en fait pour laquelle l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et d'ailleurs au monde, c'est la région de l'Arctique et la péninsule antarctique qui se réchauffe le plus vite. Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a d'autres raisons. D'abord, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Ensuite, on a des sols qui s'assèchent en Europe du Sud. Et donc, quand on a un sol sec, ça vient renforcer en fait les chaleurs. On a ce qui a été dit dans le reportage, le fait qu'on a beaucoup moins d'aérosols soufrés dans notre atmosphère. Et jusqu'ici, ça devenait masquer en quelque sorte le réchauffement. Si on n'avait pas eu cette pollution, on serait déjà à plus 1,5 degré de réchauffement. Voilà. Et puis la dernière raison, c'est des études scientifiques en cours qui montrent que dans un climat plus chaud, on favorise des situations météorologiques qui apportent de la chaleur sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud. En fait, dans un climat plus chaud, on modifie la position des anticyclones et des dépressions dans l'océan Atlantique.
Et ça vient favoriser par exemple l'arrivée d'air du Sud. Et l'air du Sud aujourd'hui, il est plus chaud qu'il y a 50 ou 100 ans. Et puis il y a le phénomène El Niño, non, en 26 et 27. Alors attention, le phénomène El Niño, il est en train de démarrer, mais il n'y a pas de lien scientifique robuste entre un événement El Niño et le climat en Europe. Donc attention à cet aspect-là. Attention à cet aspect-là. Dominique Bourg, un quotidien suisse évoquait le fait que depuis hier, donc 29 juin, les réserves hivernales de neige des glaciers suisses ne pourront plus compenser leur fonte estivale. Autrement dit, d'ici 10 à 20 ans maximum, les glaciers ne seront plus les garants de l'eau douce. C'est aussi un effet de cette fonte dramatique pour le stress hydrique, qui alimente le stress hydrique. Pas seulement en Suisse, j'imagine. Non, pas seulement en Suisse, ça va concerner toutes les montagnes. En gros, tous les glaciers qui prennent leur source en dessous de 3500 mètres vont disparaître. Si on se projette vers la fin du siècle, l'ex-mer de glace ou le glacier d'Aletsch, plus important encore, c'est vraiment archi-résiduel. Et effectivement, c'est un apport d'eau constant durant l'été dont on va être privé. Et à échéance de quelques décennies maintenant. Ouais. Marine Braud, on va voir les températures, 44,3 degrés en France, 41,8 en Slovaquie, 41,1 en Tchéquie, 41 degrés en Pologne. Vous qui avez été conseillère à Matignon, à l'Élysée, donc au plus haut sommet de l'État, est-ce qu'il y a eu un déni du politique depuis 20 ans qu'on ne cessait d'alerter, mais qui n'a pas pris en considération ces alertes suffisamment ? Je pense qu'il y a un déni assez global dans la société. On vit globalement dans le présent. On a beaucoup de mal Sauf chez les scientifiques, peut-être. Sauf chez les scientifiques, ça c'est sûr. Oui. Mais en fait, on vit globalement dans le présent et on a du mal à se projeter. Et toutes ces données-là qu'on connaît, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on est en train de traverser. C'est des choses qui sont connues depuis des décennies. Mais quand ce sont des données sur le papier, c'est pas la même chose que quand on les vit dans ses chairs. C'est pas aux politiques d'insuffler justement la prise de conscience. Je pense que ça va dans les deux sens. Le politique, il répond aussi à une demande de la société, il en impulse un peu, il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a clairement eu une sous-estimation de ce qui allait se passer. Et je rappelle qu'on n'est qu'au début, qu'on n'est qu'à la bande-annonce du réchauffement climatique et que ce qu'on est en train de vivre, ça va être encore pire. Je voudrais rappeler que Météo France a fait une estimation de ce à quoi va ressembler la France réchauffée de plus 4 degrés, probablement d'ici la fin du siècle. Il y aura des canicules, il pourrait y avoir des canicules qui dureraient 60 jours à 35 degrés de moyenne. Ce qu'on a vécu là pendant 10 jours, mais pendant 2 mois d'affilée. Dominique Beau, vous avez l'air de vouloir réagir à propos du déni. Oui, parce que en fait, si vous voulez, le tout premier modèle, il est mis au point par deux physiciens, un japonais et un allemand. Il commence à tourner dans les années 60. Alors ensuite, après, à partir de la fin des années 70... Modèle sur le réchauffement. Voilà, sur le réchauffement. Alors c'est un modèle assez simple, c'est un modèle purement atmosphère. Après, on commence à construire des modèles atmosphère-océan. Ça, c'est fin des années 80, les 90, je suppose. Maintenant, on intègre des aspects de biodiversité, puis on arrive à 3 millions de lignes de code, quoi. C'est vraiment des choses qui sont très complexes. Mais en fait, on avait la possibilité de se préparer parce qu'on aurait pu réduire les émissions lentement, progressivement. Et par exemple, si vous plantez des arbres aujourd'hui dans une ville, ils risquent fort de crever à la prochaine canicule. Si vous les aviez plantés il y a 20 ans, ça n'aurait pas été le cas. Donc on a eu des politiques, de manière générale, et une société, effectivement, qui n'était pas très allant derrière, à part une petite partie. On avait localisé quand même certaines villes. Oui, mais alors attendez, la partie qui était, comment dire, très réactive, par exemple la jeunesse, en Suisse notamment, a écrasé d'amende et partout, même parfois des peines de prison. Donc ça, c'est quand même des décisions aussi politiques. Ils ont été nuls. Enfin, en fait, l'intérêt de politique, et on le voit sur d'autres sujets, dans d'autres époques. Il y a le film de Gaulle qui passe, on voit des gens qui, en 1917, quand il est dans un camp de prisonniers, réfléchit à ce que pourrait être la prochaine guerre. Le long terme, donc. Voilà, c'est ça dont on attend de politiques normaux. Je dois dire que depuis une vingtaine d'années, il y a franchement un affaissement du niveau intellectuel et moral de la classe politique est quelque chose d'affligeant. Françoise Vimeux, on va voir ce tableau. L'Union européenne, elle est quand même plutôt bonne élève en matière de pollution. Elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à la Chine ou aux États-Unis. On peut s'en réjouir ? Alors, moi, je crois que des fois, on se réjouit un peu trop vite. Alors, certes, aujourd'hui, les pays de l'Union européenne, ils diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. La France, par exemple, l'Allemagne, la Grande-Bretagne... L'Europe, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près. Voilà. Puis ça diminue année après année. Donc la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce sont des pays qui ont commencé à diminuer les émissions dans les années 80. Mais rappelons un point important, c'est la responsabilité historique de l'Europe et des États-Unis. Cette notion de responsabilité historique, parce que vous savez que le réchauffement
réchauffement, c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si vous regardez depuis l'ère pré-industrielle, qui a mis le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? 1850, milieu Oui, un petit 19e. peu avant, mais voilà. Eh bien, en première position, vous avez les États-Unis et juste derrière, vous avez l'Europe. Donc, c'est normal qu'on diminue. Et si on faisait ce qu'on appelle notre juste part, on aurait dû diminuer beaucoup plus. Et aujourd'hui, si on parle de la France, on diminue, certes, année après année, mais on diminue pas à hauteur des ambitions de l'Europe. Alors attendez, on va regarder une archive à propos justement de l'Union européenne et de ses objectifs très ambitieux, neutralité carbone pour 2050. Et pour y arriver, vous vous en souvenez, c'était le pacte vert lancé en 2019. Regardez. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date and it is out of touch with our planet. Depuis 2019, on peut dire, Marine Braud, que la fusée Europe a calé un recul sur les voitures à moteur thermique, recul sur les pesticides et peut-être demain un recul sur la réduction des émissions de méthane. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, électoralement, ce n'était pas profitable? Alors, on peut remettre en contexte le discours qu'on vient d'entendre. C'était en 2019. Juste à cette époque-là, vous aviez des marches pour le climat tous les week-ends dans toutes les capitales d'Europe. Et donc, quand Ursula von der Leyen fait ce discours-là, elle y croit. Elle y croit vraiment au fait que c'est l'avenir de l'Europe d'être la première puissance décarbonée au monde et que c'est ce qui va permettre de garantir notre place aussi dans la concurrence mondiale. Mais il y a des dirigeants européens, le président français par exemple, il a dit non mais c'est trop, il peut revenir en arrière parce que ça va braquer les opinions. C'était aussi la période de la Convention citoyenne pour le climat. On était sur une période où on essayait d'avancer globalement en Europe. On a surtout vu une bascule depuis 2-3 ans avec beaucoup moins de mobilisation, beaucoup moins de pression mise sur les politiques et la volonté en fait de revenir, de retomber dans son ornière. Et donc des entreprises à qui on avait imposé un certain nombre de contraintes qui se disent finalement en fait peut-être que ces contraintes-là elles sont plus si obligatoires. Et là ce qu'on est en train de voir en détricotant le Green Deal, c'est terrible parce que c'est la remise en cause de la parole politique, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas avancer mettent tellement de pression qu'après on ne veut pas avancer. C'est qui par ceux exemple, qui détricotent si on parle de la fin des moteurs thermiques, ce sont les constructeurs européens qui disent on veut pouvoir continuer à faire des moteurs thermiques. C'est l'Allemagne, c'est d'autres constructeurs. Mais à force de donner raison aux mauvais élèves, à ceux qui ne veulent pas avancer, mais la prochaine fois qu'on va mettre en place des règles, il y a plein d'entreprises qui vont se dire bon tant pis, on va attendre qu'ils reculent. Dominique Bourg. La France a réduit ses émissions l'an dernier, je crois, l'année d'avant 2%. Elle s'était engagée en fait à 6%. Moi je dirais ce qui était assez extraordinaire, c'est l'arrivée de Trump 2. Au pouvoir. Le deuxième mandat de Donald Trump. Signal donné, si vous voulez, à un cynisme total. Et alors aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers de postes de chercheurs qui ont été supprimés, c'est des données qui ont été décrites, c'est la volonté même de détruire les satellites qui permettent de mesurer l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est le fait de nommer à la tête des agences des climato-sceptiques ou des tarés, enfin de récuser la science au sens large. Alors de façon la plus explicite. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est à quel point, si vous voulez, l'ensemble des élites on capitule, c'est même rien, peut-être qu'elles étaient déjà d'accord avant, mais enfin, tout le monde y est allé et le signal est donné. C'est assez effrayant. Oui, moi ce que je dirais, c'est qu'on demande souvent aux climatologues en ce moment, mais c'est quoi votre état d'esprit Alors on est rarement en colère en fait, on est plutôt des gens assez calmes et terre à terre. Peut-être trop calme, mais peut-être ça peut nous être reproché. Sur une autre chaîne, on nous a dit que c'était de notre faute, en fait. Oui, si et là, un climatologue, Christophe Cachot, s'est un peu énervé, il avait raison, vraisemblablement. Mais on est quand même un peu en colère parce que le premier rapport du GIEC, c'est en 1990. Déjà, il était clairement écrit que dans un climat plus chaud, les vagues de chaleur seraient plus intenses et plus fréquentes. Et je crois qu'on nous a gentiment écoutés. Je pense qu'on nous a cru et qu'on nous a fait confiance, mais il y a un fossé énorme entre, finalement, ce qu'on nous a demandé, ce qu'on a mis sur la table. Je rappelle que le GIEC
GIEC, c'est une commande des Nations Unies, donc des différents pays, 195 pays. Les résumés pour décideurs, ils sont faits pour les décideurs. Finalement, on se dit que derrière, où passe notre travail, en quoi est-il utile? Et il y a une différence énorme entre lire quelque chose dans un rapport et le vivre dans ses chairs. C'est un aujourd'hui, d'ailleurs, justement. Alors, on va évoquer atténuation, comment faire, adaptation, comment faire, avec peut-être des solutions, Anna, qui viennent de chez nos voisins européens du Sud. Fréquemment confrontés à des canicules, deux pays, l'Espagne et la Grèce, ont bien été obligés de s'adapter avec tout un arsenal d'outils. Dès le début des années 2000, le gouvernement espagnol a mis en place un plan national contre les températures excessives qui est automatiquement déclenché entre les mois de mai et de septembre. Concrètement, les entreprises comme les écoles peuvent opter pour la journée continue, c'est-à-dire qu'on commence tôt le matin vers 7-8 heures quand il fait frais. La journée se termine entre 13 et 14 heures. Adaptation des horaires aussi en Grèce, avec la possibilité d'avancer la date des vacances scolaires d'été, comme ça avait été le cas en 2024. D'autre part, les municipalités comme Barcelone ou Athènes offrent des refuges climatiques. Ce sont des bâtiments publics, climatisés, avec de l'eau à disposition un petit peu partout dans la ville et accessible à tous. Depuis 2024, les Espagnols peuvent aussi bénéficier d'un congé climatique rémunéré de 4 jours par an dès lors qu'il y a une vigilance rouge canicule. Et puis, autre option, plus artistique, peu coûteuse, cette version de toile ombrageante en Andalousie, à une quarantaine de kilomètres de Malaga. Les citadins ont réalisé eux-mêmes à la main une canopée au crochet avec des restes de laine et de tissu. Aujourd'hui, elle couvre 500 mètres carrés et permet de filtrer les rayons du soleil, de laisser passer l'air et donc de rendre praticable cette rue principale par temps chaud. Marine Braud, ces mesures d'adaptation, c'est suffisant ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait en priorité s'attaquer à la rénovation des bâtiments publics et des logements? Alors, je pense que déjà, la toute première leçon qu'on doit tirer de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne saura pas s'adapter au réchauffement climatique tel qu'il est parti. Donc, la première leçon, c'est qu'il faut le limiter au maximum. Chaque dixième de degré de réchauffement qu'on réussira à éviter, c'est des solutions d'adaptation qu'on n'aura pas à aller trouver. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut quand même se préparer et s'adapter. Et là, en fait, il va falloir avoir toutes les solutions en même temps. Il faut rénover les logements. Et il faudra mettre de la clim dans certains endroits, mais on ne va pas mettre de la clim dans des passoires thermiques. Ça n'a aucun sens. On ne va pas utiliser de l'électricité pour rafraîchir l'extérieur. Donc il faut effectivement absolument rénover les logements. Il faut revoir notre aménagement urbain. Vous avez montré là des solutions qui sont finalement un petit peu artisanales. Une canopée en tissu, faute de canopée végétale. Ah oui. Exactement, parce que je vous rappelle que la différence entre une zone urbaine et une zone en campagne, c'est 3 à 7 degrés. Ouais. Le concept d'îlot de chaleur, c'est 3 à 7 degrés supplémentaires. L'arbre est un puits de carbone. À Paris, vous imaginez ce que ça va donner quand un jour on atteindra les 50 degrés à Paris. Alors vous évoquiez la climatisation, c'est l'une des solutions proposées par le prix Nobel d'économie Philippe Aghion pour limiter le réchauffement climatique. On l'écoute. Je pense qu'il faut une politique industrielle verte très active. Pour activer la recherche de nouvelles sources d'énergie, il va falloir aussi l'adaptation. Il faudra construire des digues parce que le niveau de la mer monte et de l'air conditionné. Je suis à fond pour l'air conditionné, bien sûr. Et l'innovation permettra au cours du temps d'avoir des systèmes d'air conditionné qui consomment moins d'énergie. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas vivre sans air conditionné. Dominique Bourg, ça vous agace ou pas? Parce que François Gémen du GIEC, quand même expert reconnu, dit lui-même que l'impact négatif de la clim n'est pas si important que ça, qu'à l'énergie qui l'a fait fonctionner est nucléaire et que les fluorocarbures sont aujourd'hui interdits par l'Union européenne. Effectivement, si vous crevez ou si vous en êtes assez proche dans votre appartement, mieux vaut quand même avoir un climatiseur. Mais c'est une absurdité. C'est-à-dire que vous allez rejeter dans la rue l'air chaud, ce n'est en aucun cas une solution. Et je vois par exemple des amis à Lausanne qui sont dans des immeubles beaucoup plus récents que le mien. Ils n'ont pas besoin de clim. Ils travaillent même sans ventilateur. Donc en fait, si vous voulez... Parce qu'ils ont été isolés sur le plan thermique. Isolés correctement. Donc mettre de la clim partout, comme ça vient d'être dit, dans des passoires thermiques, c'est une absurdité. Et en fait, l'intérêt de la clim, c'est que ce n'est pas une solution, puisque simplement vous déplacez la chaleur. Enfin, sauf que pour les hôpitaux, les EHPAD... Ça, c'est nécessité. Mais même dans certains appartements, si vous avez effectivement... une pièce réfrigérée par appartement, par exemple, oui, mais avec le soutien de l'État, alors ça peut faire bondir, mais pourquoi pas? Ça n'est pas un scandale. Mais encore une fois, c'est une solution qui est absurde, parce que si on avait pris les choses bien avant, si on avait entamé il y a 20 ans une politique de rénovation du bâtiment, on aurait besoin de clim de façon résiduelle. Et même avec des pics énormes, dans un immeuble qui serait isolé, même si vous avez besoin
besoin d'une clim, vous aurez un différentiel de chaleur à combler qui va être très faible. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les hôpitaux, ils doivent être climatisés. Hein. On est au 21e siècle et on vit en France. Attendez, les hôpitaux et les EHPAD. Ensuite, quand on parle de climatisation, il y a plein de technologies derrière et le climatiseur portable, c'est vraiment la pire. C'est ce qu'on appelle une maladaptation et on a vu ce risque de maladaptation venir parce qu'on ne s'adaptait pas autrement. À l'autre bout du spectre, hein, vous avez la ventilation naturelle, des architectures intérieures qui vous permettent d'avoir moins chaud. Il faut qu'on s'inspire de nos territoires ultramarins, bien évidemment. Moi, je l'ai expérimenté et des fois, il fait 35 dehors et à l'intérieur, il fait 25. Après, quand on parle de la climatisation, on ne va pas pouvoir tout climatiser. Vous n'allez pas climatiser les gens sur le chemin de leur travail à pied. Vous n'allez pas climatiser tous les travailleurs extérieurs. Ils ne vont pas avoir une bulle autour d'eux avec la climatisation. La ministre le disait, on ne va pas climatiser les champs, les forêts pour pas qu'il y ait d'incendie. Donc la climatisation, pour moi, c'est vraiment une maladaptation et je crois qu'on parle beaucoup trop de climatisation. On occulte derrière le fond, et ça a été dit, l'atténuation. On ne s'adaptera pas. Concrètement, c'est quoi l'atténuation ? Eh bien, c'est limiter le réchauffement. Vous savez que tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, la température va continuer à augmenter. On n'y est pas du tout à la neutralité carbone. Mais faut-il, Marine Bro, opposer les deux, atténuation et adaptation? Non, ça marche sur oui, deux jambes. Et donc, quand on voit par exemple le pourcentage de foyers équipés de climatisation en Espagne, ils sont à 41%, 56%. Nous, on a été plutôt bons élèves en France parce qu'on nous a aussi fait culpabiliser de mettre la climatisation et ça a plutôt marché. Non, aussi parce que dans tous les cas, il y a plein de bâtiments dans lesquels on n'a pas besoin. Moi, je suis désolée, j'ai une vieille maison du 19e siècle, les murs sont épais comme ça. Et à l'intérieur, il n'y a pas moyen d'avoir une vieille maison du 19e siècle. C'est pas forcément des grandes donc maisons. Ça veut dire que c'est les nouvelles Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des normes de construction. C'est aussi que la clim ne doit être que résiduelle. Et je vous rappelle que si on décide qu'en fait, on va juste mettre la clim partout et qu'on va bien sortir, déjà, moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on va juste d'un lieu climatisé à un autre lieu climatisé. J'ai envie de pouvoir vivre dehors. Et ensuite, quand nos systèmes électriques seront mis sous tension à cause des canicules, si un jour vous avez un blackout et qu'on a tout misé sur la clim, on sera très mal barré. C'est quoi le changement civilisationnel que vous appelez de vos voeux par rapport à ça? C'est beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas que le carbone. Hein. On a des problèmes de biodiversité, on a d'autres problèmes, on a des problèmes de santé, etc. C'est ce qu'on appelle une bascule de civilisation. Alors, c'est assez compliqué. Et effectivement, déjà, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de cette planète? Ce sont nos consommations. De façon très claire. C'est pas en méditant ou en allant confesse que l'on détruit l'habitabilité de la planète. C'est par nos activités, notamment nos activités économiques. Et contrairement au carbone, évidemment, bien sûr, c'est un problème. Mais de manière générale, l'énergie, c'est la mesure de notre capacité à transformer dans notre environnement. Et en général, c'est pour le détruire. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes auxquels il faut répondre. Et c'est même pas simplement une question de politique, même si la politique est là. C'est vraiment changer très profondément les mentalités, les modes de vie, les repères, le droit, etc., la perception de l'économie dans la société et tutti quanti. Au boulot. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer et nous inspirer.